Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Je suis très heureuse d'ouvrir cette deuxième session de notre cycle consacré au développement durable et très heureuse de vous accueillir tous pour cet épisode nouveau dédié aux questions de médiation du développement durable. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, et je les remercie d'être revenus nous écouter, nous avions évoqué les questions d'architecture durable et de patrimoine bâti. Aujourd'hui, nous allons donc parler des manières de sensibiliser les publics à ces questions larges du développement durable. Nous nous retrouverons, je le redirai peut-être en conclusion, dans un petit mois, le 5 juillet, pour une troisième session qui sera dédiée aux enjeux, c'est dur à dire, pardon, enjeux sociétaux du développement durable. Nous ferons une pause à l'été avant de nous retrouver en septembre, en octobre et en novembre pour la suite de notre programme. Je profite de ces quelques mots d'introduction qui seront brefs pour remercier une nouvelle fois l'ensemble des partenaires d'ICOM France pour ce projet, ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM Arabe, ICOM LAC, ICOM CC, ICTOP, l'Université du Québec et NATIST, que je cite en dernier, puisque c'est NATIST, ce comité international qui a coordonné la session de ce soir. Et je tiens à remercier Dorit Dwelenitz et Philippe Guillet qui va assurer la modération de cet épisode, de leur concours précieux. Et je remercie, comme d'habitude, vous le savez, Anne-Claude Maurice, Alexia Maquinet et nos traducteurs qui nous permettent de pouvoir communiquer le plus largement possible ce soir, comme à notre habitude. Dorit, je vous laisse la parole. Good evening, good morning, good afternoon for everyone. I'm so happy to see so many people joining us in this meeting. And on behalf of NATIST, I'm very excited and proud to be part of this project, of these 5 or 6 meetings concerning sustainability. With Natural History Museums, we were occupied with sustainability for a long time now. But since Agenda 2030 of the UN, it became obvious that it's not only environmental issues, it's also very, very much connected to society. And I think that in that, not only natural history museums, but all kinds of museums can contribute because we are considered to be very credible in our communities. And so we can have the information and the activities with our publics that can help everyone addressing this issue. I'm not the one who is coordinating this meeting. My colleague, my vice president, Philippe Guillet from NAN Museum, he will be the one who is coordinating, and I'm a very enthusiastic listener to this meeting. So please, Philippe, take the stage. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis moi aussi très heureux de participer à cette modération sur une thématique qui évidemment, comme tu le disais Dorit, est centrale pour nous, les musées d'histoire naturelle, mais au-delà, centrale parce qu'elle est très ancienne, aussi très ancrée, et je crois que dans nos interventions, on pourra en parler. Donc je suis modérateur, je suis animateur, donc j'inviterai évidemment à ce qu'on ait le plus grand possible d'échanges entre les participants et puis les intervenants. C'est vraiment le plus intéressant. Alors, l'interactivité n'est pas toujours très facile hein, dans une session en visio, mais c'est un moyen quand même extraordinaire de toucher beaucoup de monde tout autour de la planète. Alors, médiation du développement durable. J'avoue, pour être très franc, je n'aurais pas écrit ça. J'aurais écrit différemment, mais j'ai expliqué pourquoi en 2 mots, et puis ça va permettre de renvoyer vers les intervenants pour que je ne sois pas très lent. Alors, médiation, oui, ça, médiation, pas de problème pour utiliser ce terme. Tout ce qui est relatif au public par quelques moyens que ce soit, et quelques moyens disponibles pour le musée,
c'est un terme qui me convient, c'est un terme qui nous convient à tous, je crois. Développement durable, j'ai un petit peu de souci avec ce terme, ceux qui me connaissent le savent. Je n'entends d'ailleurs plus trop ce terme en dehors des discours gouvernementaux. D'ailleurs, curieusement, dans le projet de musée que nous menons ici au Muséum de Nantes, sur les 100 pages que renferme le programme, ce terme n'apparaît pas. Pourquoi ce terme n'apparaît pas? C'est un terme statique qui, je trouve, ne rend pas compte des urgences actuelles en matière d'environnement. Effondrement de la biodiversité, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais c'est absolument terrible. Le nombre d'espèces d'oiseaux, par exemple, qui ont disparu très récemment dans ces quelques dizaines d'années. L'urgence climatique. Ici, en Europe, l'été 2022 a montré les excès que pouvait représenter un climat déréglé. Et puis, toutes ces conséquences sur le plan humain et social, Dorit l'a très bien dit, hein, c'est pas simplement quelque chose qui touche à la nature, mais qui va bien, bien au-delà. Par contre, nous parlerons plus facilement de transition écologique, de transition sociétale qui répond mieux à ces urgences. Nous parlerons aussi, pour aller même encore plus loin, et dans notre projet, c'est un peu ce terme qu'on a utilisé, c'est le terme d'habitabilité de la Terre pour tous les êtres vivants. C'est-à-dire tous, y compris, et pas que l'espèce humaine, mais bien tous les êtres vivants. Alors, pourrions-nous être vivants dans une Terre que nous avons rendue invivable et inhabitable? C'est aussi les défis de ce développement durable, voilà, si on veut utiliser le terme. Alors, quatre intervenants pour cette session, sur cette médiation. Anne Charpentier qui nous vient de Montréal et qui nous parlera. Je ferai une petite présentation très rapide. Ludivine Vendée, qui est une de mes collaboratrices, hein, qui intervient ici au Muséum de Nantes avec une certaine spécificité, elle vous en parlera aussi. Et puis Tamar Meyer, qui va nous parler de façon plus d'un point de vue probablement plus rapport avec l'art que histoire naturelle proprement dit, je la laisserai aussi s'exprimer. Et pour finir, Marina Piquet du Brésil pour parler peut-être davantage des liens avec les communautés. Voilà, donc je vais laisser très vite la parole donc à Anne Charpentier, qui détient deux maîtrises de l'Université de Montréal, l'une en botanique et la seconde en muséologie. Elle a travaillé beaucoup sur Montréal, à la conception du biodôme, à la conception aussi, plus récemment, de l'Insectarium de Montréal, qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, qui est un lieu assez extraordinaire, hein, et donc qui a été félicité et primé plusieurs fois. Voilà, elle travaille actuellement comme directrice du jardin botanique, où elle œuvre sur son plan directeur, le plan directeur du jardin botanique, afin de propulser l'institution comme actrice de la transition socio-écologique. Voilà, donc un terme qui me convient peut-être un petit peu plus. Voilà, je laisse la parole à Anne pour quelques minutes de présentation. Elle a des diapos et je pense un message important à nous faire passer. Anne? Merci beaucoup, Philippe. Merci à toutes et tous pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Salutations à Aude, à Ludivine, que je connais un peu, et peut-être d'autres personnes sur les participants. Alors, qui sommes-nous? Je vais déjà passer à la prochaine diapo. Vous mettre un petit peu en contexte d'abord. Espace pour la vie, c'est 5 musées sur Montréal, donc le biodôme, la biosphère, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium, et qui ont tous pour mission d'accompagner l'humain pour mieux vivre avec la nature. La vision s'est arrimée au Montréal 2030. La ville de Montréal s'est dotée d'une vision pour le futur qui est en fait, et on s'est arrimé, c'est-à-dire on souhaite développer durablement l'autonomie d'agir de la population pour protéger l'environnement et la biodiversité et contribuer en fait à accélérer la transition socio-écologique. La prochaine.
Le jardin botanique, très rapidement, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un grand jardin botanique, 75 hectares, des grandes collections, des jardins thématiques, plusieurs employés, 200 employés environ. On accueille environ 914 000 visiteurs et visiteuses par année. Plusieurs personnes touchées par nos programmes de médiation éducatifs et nos programmes culturels. Une société d'amis très active aussi qui donne des classes, des cours en botanique, en horticulture avec 21 000 membres et des partenaires académiques importants. On pense à l'Institut de recherche en biologie végétale. Sur place, on a environ 300 chercheurs et chercheuses et une collaboration aussi pour former la relève en horticulture, donc les horticulteurs avec l'École des métiers de l'horticulture. La prochaine. Comme je le disais, nous nous sommes arrimés et d'ailleurs, on était déjà dans cette lancée, c'est-à-dire d'accélérer la transition socio-écologique. Alors ça, ce sont les objectifs de la stratégie Montréal 2030, de renforcer la transition à l'aide de la solidarité, l'équité et l'inclusion, d'amplifier la démocratie et les participations. Et là, donc, nous, on est vraiment dans sciences participatives, sciences citoyennes, et stimuler l'innovation et la créativité. La prochaine. Et donc, là, évidemment, je ne présenterai pas aujourd'hui le plan directeur du jardin botanique, mais il est tout chaud d'ailleurs. C'est assez rigolo parce qu'il est carrément livré sur mon bureau ce matin. Alors, je suis très fière. Le plan directeur qui comporte environ 28 actions qui ont toutes pour objectif, en fait, de soutenir la mission du jardin botanique et de faire en sorte que la mission soit pérenne pour les prochaines années. Et on vise, en fait, minimalement le 100e anniversaire de l'institution qui est en 2031. Alors, 3 orientations qui structurent les 28 actions. La première orientation, pardon, c'est un jardin exemplaire en matière justement de transition socio-écologique et une vitrine de démonstration. Et je suis très sensible à ce que Philippe vient de dire parce que oui, je vais aborder un petit peu la médiation rapidement, mais ce qui est important de souligner, c'est que toute l'institution est vectrice des messages. Parce que, par exemple, comme institution, on doit être exemplaire en matière de transition socio-écologique. Quelques exemples. Le jardin botanique, oui, est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à la ville de Montréal en matière de bâtiments. Alors déjà, il faut s'occuper de cette lacune importante. Quand il a été fondé, je veux dire, les robinets sont ouverts ici au jardin botanique pour alimenter les étangs, les ruisseaux, avec de l'eau en fait déjà filtrée et tout. Donc, il faut vraiment aller vers la recirculation d'eau, la récupération des eaux de pluie, etc. Et on va aussi installer beaucoup de stations de phytotechnologie pour mieux gérer les eaux de ruissellement. Alors ça participe à l'exemplarité et bien sûr à l'éducation qui est faite pour, on devient une grande vitrine finalement de démonstration de solutions parce que notre orientation, notre vision, c'est que les plantes, les végétaux sont au cœur des solutions pour la transition socio-écologique. Une deuxième orientation, c'est la suivante, c'est une expérience inspirante et universellement accessible pour toutes et tous. Et ça aussi, c'est important parce que nos musées se doivent d'être davantage ouverts, davantage accessibles à la diversité, justement. Alors là, on parle de développement de public, on parle d'accessibilité universelle pour les différentes personnes qui ont des limitations. Ce volet-là aussi va être énormément travaillé parce que le jardin est partiellement accessible présentement. Et une troisième orientation qui est un jardin engagé dans sa communauté et à l'international. Et là, on a même créé en fait une section dans la division des programmes publics et éducation qui s'appelle Animation et mouvement citoyen parce qu'on veut davantage toucher, en fait, soutenir le mouvement citoyen, les groupes environnementaux. On veut les outiller, offrir l'expertise du jardin botanique pour faire en sorte qu'on puisse être davantage des accompagnateurs que des pourvoyeurs de contenu, si on veut. La prochaine.
Et là, je vous donne quelques exemples, en fait, de notre approche, parce qu'on vient justement de rédiger notre politique d'éducation et de médiation pour faire en sorte de bien camper la nouvelle posture de l'institution. Alors, notre approche éducative veut vraiment créer un lien personnel, réconfortant, un attachement émotif qui donne envie de revenir d'abord dans nos institutions. Cette relation qu'on veut établir personnelle, on veut que ce soit davantage dans une réciprocité, dans une dynamique. On veut que ce soit riche plutôt qu'une posture qui dirige, comme ce que je mentionnais, un pourvoyeur de contenu, si on veut. On veut que l'expérience, donc, soit davantage facilitante. Oui, elle transmet, mais elle crée aussi des souvenirs et apporte de nouvelles perspectives aux visiteurs et aux visiteuses. La prochaine. Au niveau des approches, comme plusieurs musées, là, alors bien sûr, on touche aux différentes disciplines qui sont le propre de nos musées, que ce soit la botanique, l'écologie végétale pour le jardin, mais si on pense à l'insectarium, à l'entomologie, à l'écologie de façon générale, à l'astronomie pour le planétarium. Mais nos moyens sont très différents d'une institution à l'autre. Pour le jardin botanique, alors évidemment, on a nos collections végétales, mais on a aussi, on adopte des postures où on raconte des histoires, le récit, le dialogue. Nos techniques d'animation aussi se sont très diversifiées. On passe par le questionnement, l'engagement du corps, l'observation et les thématiques aussi. On joue beaucoup avec ces éléments-là. Et puis donc, pourquoi? Parce que chaque personne, chaque visiteur qui visite est unique et arrive avec son propre bagage, sa propre posture, son expérience, ses propres connaissances. Et donc, on offre l'opportunité aux visiteurs d'entrer par la porte qui lui convient. Puis je tiens à souligner que les savoirs scientifiques, la démarche scientifique sont toujours bien présents, bien sûr, mais ne sont pas une fin en soi, parce que ce qui est important, c'est que le visiteur ressorte compétent et... pardon? Oui? OK, je pensais que quelqu'un parlait. Donc, que le visiteur ressorte avec un certain bagage et qu'il se sente compétent. La prochaine. Et en terminant, en fait, je vous ai indiqué aussi quelques éléments avec lesquels l'équipe d'éducation travaille en suivant le cheminement suivant, c'est-à-dire on passe par les émotions, le ressenti pour déclencher. On mise sur l'émerveillement, la curiosité, et on offre des ateliers où le visiteur est vraiment participant, il crée, il invente. Et tout ça, en fait, pour soutenir, pour donner des outils, des idées pour la transition socio-écologique. Donc, c'est vraiment une posture d'accompagnement. Les médiateurs sont plutôt à côté du public et non pas en face du public de plus en plus. Et ce aussi, on mise beaucoup sur le développement des compétences de nos publics pour les outiller pour la transition socio-écologique. Alors, je pourrais en parler plus longuement, mais voilà, je crois qu'il fallait être court et j'ai essayé de faire plus court possible. Merci. Merci Anne, c'est bien sûr passionnant comme témoignage, d'autant que bon, je pense qu'il y a déjà des expériences qui se déroulent dans le jardin botanique depuis quelque temps et que ce plan directeur permet de mieux, comment dire, mettre en valeur l'ensemble et cette direction surtout. Alors je crois qu'on prend pas les questions maintenant, hein, il me semble, Anne-Claude, hein, on continue les interventions. L'intervention qui suit est celle de Ludivine Vendée, qui travaille ici au Muséum de Nantes, qui est chargée du développement du pôle de culture scientifique, technique et industrielle, mais qui a été associée très fortement au développement du projet du muséum. Elle est en charge donc de ce pôle de culture scientifique de la métropole de Nantes. Elle est docteure en radiochimie, hein, donc comme quoi la radiochimie mène à tout, hein, bien sûr, c'est très bien. Auparavant, elle a travaillé au Conservatoire national des arts et métiers, Pays de la Loire. Elle a assuré la coordination de la Fête de la Science, qui est une grande manifestation ici en France. En 2016, elle a été aussi intéressée à la question du patrimoine scientifique technique contemporain de 2020-2021. Et puis,
aussi, elle a une appétence pour la vulgarisation scientifique, j'aime pas beaucoup ce terme, en tout cas pour la médiation des sciences, puisqu'elle s'est investie beaucoup dans l'association Le Labo des Savoirs, qui est une structure nantaise et qui est très présente sur le territoire nantais. Voilà, Ludivine, c'est à toi. Merci Pour Philippe. l'intervention, qui évidemment sera synthétique. Oui, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette session. Donc, comme Philippe le disait, moi, je vais vous parler plus de ce qui se passe au Muséum de Nantes. Alors, comme cela a été dit auparavant, c'est un des rôles du muséum, enfin des muséums, de parler des relations entre les êtres vivants et leur environnement. J'ai choisi d'orienter la présentation sur un objectif qu'on a, c'est faire découvrir et donner envie d'agir au public. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aborde au travers de notre programmation culturelle. Je vous ai mis quelques vignettes des différents types d'expositions qu'on a eues récemment au muséum. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais passer directement dans le vif du sujet. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc en ce moment, au Muséum de Nantes, on a une exposition qui s'appelle « Océan, une plongée insolite ». Donc, je ne vous parlerai pas forcément du parcours de l'exposition. Donc, on parle de l'océan, de l'exploration de l'océan, de l'importance du phytoplancton et en lien avec tout ce qui est lié au développement durable, à la transition écologique, en fin de parcours, on va aborder des questions plus autour de la pollution au microplastique, l'acidification des océans, mais aussi les avancées technologiques qui sont faites grâce à l'étude des océans. On a toute une programmation autour de l'exposition. Donc, on a une petite galerie aussi qu'on aime bien, c'est la sieste marine, qui permet de se relaxer en parcours de visite et d'écouter des bruits captés dans les fonds marins, tout en feuilletant, si on a envie, des livres qui sont mis à disposition. Il y a toute une bibliographie qui est préparée par la bibliothèque scientifique du muséum. On a aussi un cycle de conférences en lien avec la thématique de l'exposition qui fait intervenir des intervenants aussi bien issus du monde de la recherche, du monde de l'entreprise et sur des sujets aussi bien en sciences dures, biologie marine, océanographie, que sciences humaines et sociales. C'est ça aussi qui nous tient à cœur. C'est un point fort, en fait, je pense, aussi de nos programmations, c'est qu'on fait toujours appel à un fort réseau aussi bien local que national de partenaires pour ouvrir le plus possible les discussions pour le public. Un autre exemple de ce qu'on fait au muséum, pour la journée mondiale de l'océan, on accueille un spectacle scientifique, Art Science, qui va présenter au travers de textes et de chansons poétiques et oniriques l'exploration marine. Et voilà, ça aussi, c'est une autre entrée pour le public pour s'imprégner des thématiques importantes. Et sur cette exposition, un dernier type de médiation que je trouve très importante. Aujourd'hui, les jeunes, le public jeune, on parle beaucoup d'éco-anxiété chez eux. Et comment faire pour travailler ces questions-là aussi avec nos publics. Alors, toujours basé sur le partenariat, l'équipe de médiation travaille avec une animatrice spécialisée en animation auprès des enfants sur la philosophie. Et donc, on va proposer des temps de médiation aux 6-8 ans pour aborder des questions philosophiques. Là, c'est en lien avec l'homme et la nature, pour aussi prendre du recul et essayer de faire en sorte que l'éco-anxiété ne prenne pas le pas auprès des jeunes publics. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, un autre projet là qui est hors les murs, c'est le projet Connivence. C'est un projet qui relie l'équipe de médiation, l'entomologiste du muséum, un autre service de Nantes qui s'appelle Nature et Jardin, et des jardins familiaux. Alors, les jardins familiaux, ce sont des endroits, des terrains
prêter à des associations sur lesquelles les associations vont découper des lots et permettre à des familles de cultiver leurs propres légumes. Donc, selon l'origine culturelle des gens, on a des différents types de pratiques de culture, de jardinage. Et le projet était de créer du lien entre les jardiniers, les habitants, l'équipe du muséum. Donc, ce qui est ressorti des premiers échanges, c'est que les jardiniers et les habitants avaient besoin de plus en savoir sur la biodiversité dans les jardins et aussi un besoin de culture. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est créé dans ce projet. Donc, d'abord, découvrir les jardins, ensuite faire participer les jardiniers et les habitants aux inventaires. Donc, pour parler de biodiversité, on est parti sur, par exemple, les abeilles et les araignées. Et ouvrir après toutes ces actions dans le cadre de randonnées ouvertes aux habitants pour montrer aux habitants ce qui se passe dans les jardins, la biodiversité dans les jardins, et ouvrir ces randonnées aussi aux partenaires pour montrer aussi qu'il y a une histoire dans ces quartiers. Ça peut être l'histoire de l'évolution des jardins, ça peut être l'architecture du quartier. Voilà. Donc ça, très important aussi, un projet en lien avec des habitants d'un quartier, des jardiniers autour d'une thématique d'abord biodiversité, mais qui s'ouvre à quelque chose de culturel plus large. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ces dernières années, on a vu aussi en France un grand mouvement de rénovation des structures des muséums, vraiment pour être plus en phase, plus en écho avec les attentes des publics. Et on voit qu'il y a différents muséums qui rénovent aussi bien leur parcours muséographique, leur scénographie, qui développent de nouveaux espaces. Donc, comme Philippe Guillet le précisait, c'est le cas du Muséum de Nantes. On a travaillé sur un projet de rénovation, sur un nouveau parcours muséographique habité autour de la thématique Habiter la Terre. Et donc, le musée sera rénové entre 2025 et 2028. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et un nouvel espace qui sera créé, qui nous paraît important, on l'a appelé l'Agora des sciences. Donc, comme je vous disais, on aime aussi s'ouvrir à des partenariats. L'Agora des sciences part de la médiathèque scientifique et de la bibliothèque scientifique. On veut mettre à disposition du public des ressources fiables dans cette période aussi de désinformation. C'est un espace aussi qui va permettre d'avoir de la médiation avec les équipes du muséum, mais aussi avec les partenaires extérieurs, des espaces d'exposition, vraiment pour créer un dialogue entre la science, la recherche, le public, le muséum, offrir divers types de ressources pour créer du lien. Et sachant qu'en plus, cet espace, il sera gratuit, hors douane, et qu'on espère aussi que ce sera un autre moyen pour le public d'entrer au muséum. Soit d'entrer au muséum, soit de poursuivre la visite du muséum. Donc, on travaille beaucoup sur cet espace. C'est un projet qui est en écho avec l'espace du 4/3 au Muséum d'Orléans. Et on l'espère vraiment participatif, mais aussi bien dans l'échange entre le public, les équipes du muséum, les acteurs extérieurs et par exemple les acteurs associatifs comme les associations de culture scientifique et surtout les associations d'éducation populaire. Voilà, je vous remercie. Merci Ludivine. Bon, je vois que Aude Porcella qui nous rejoint, elle pourra poser directement peut-être sa question à l'issue des interventions, sa question directement. Je pense qu'elle est effectivement intéressante. Aude Porcella n'est pas une inconnue dans notre milieu, et je suis ravi qu'elle puisse aussi intervenir. C'est elle qui, bien entendu, nous a facilité, même si on connaissait bien Anne Charpentier, mais qui a facilité le fait que l'Amérique du Nord soit représentée, et notamment le Canada. Je passe maintenant la parole à Tamar Mayer, qui nous vient, qui nous vient de la Genia Schreiber Art Gallery. Bon, je pense qu'elle pourra nous dire précisément un petit peu plus sur cette galerie d'art, où elle a mis en place une plateforme interdisciplinaire innovante qui réunit les sciences et les arts. Elle est docteure de l'Université de Chicago dans le département d'histoire de l'art et dans le comité sur la pensée sociale. Son expérience muséale comprend également des stages, des bourses, notamment
au Metropolitan Museum of Art et à l'Art Institute of Chicago. Bon, c'est super. Donc, Tamar, qui est avec nous, va pouvoir s'exprimer. Je lui laisse la parole. Merci. Thank you. Thank you for inviting me to speak here today. I'm presenting a case study, an art exhibition at the Tel Aviv University Art Gallery, which was born before the COVID-19 crisis, but changed and gained new meaning because of it. It also won the second place in UMAC's Award for Excellence in University Museums in 2021. The exhibition is titled Planet. It was co-curated with Dr. Steffi Hendler from Tel Aviv University as well. And we began it with the recognition that sustainable thinking must include a reevaluation of the pyramid that places humans at the top and plants at the very bottom. We aimed to produce a diversified view of plants, of their complex forms, their functions, their abilities, encouraging our viewers to find new ways of relating to plants. And we hope that if we will encourage that, then people will view plants differently, will grow to appreciate them differently, and think of issues of local consumption and the like. The exhibition is all site-specific, with a series of objects that integrate science and art, which is what our gallery does. And with COVID, it became a growing exhibition, one that expanded and changed as time went on. It was crucial for us to find ways for the exhibition not only to make people think about sustainability, but also to perform it ourselves. So we made a very conscious effort to reduce the exhibition's overall carbon footprint, to use available resources, to rethink our curatorial responsibilities. And then COVID provided us with a unique opportunity to enhance this approach. Our most important choice was not to take the show down and move on, but to keep it up and also to expand it. This is the entrance to our gallery with the work of the American duo David Burns and Austin Young. They're called Fallen Fruit, and it's called Promised Land. It's an immersive installation, a portrait of our region. It has local fruits, plants, the biblical 7 species, but it also has taxidermies of birds of prey, most of them endangered or extinct. And as part of the installation, if you can move to the next slide, please, the artist also created a series of maps of neighborhoods in Tel Aviv, and they marked all the fruit trees that you can pick from. Some of these fruit trees are planted on private land, but they reach beyond the fence and they are in public space, and some of them are in public space. And these maps encourage people to walk around the city, to acknowledge how fruitful it is, to pick their fruits instead of buy them, to share their food, and to think in a more sustainable way, to forage around the city. We also printed the wallpaper on biodegradable material. These maps are on recycled paper, of course. We focused on the sustainability of the project at large. Next slide, please. After Promised Land, we commissioned the work by an Israeli collective called Oniya, and they put up an installation that was made of wood that existed from a previous exhibition and cuttings from trees and plants that were around campus. And they created this environment that is meant for reading. There's a library with books on the topic of plants and sustainability and art and sustainability. It's an area for workshops, etc. You can see on the right how it was when it began and how it grew so much as the exhibition was extended. The main thing is that the exhibition opened 2 months before COVID started, and then when we went into lockdown, we of course shut our doors, but then when we were able to reopen, we didn't reopen immediately, but we took time to think
of what this crisis asks of us and how it would affect us and what would people want from us when they come back. And our main decision was to keep nurturing the exhibition and taking care of it and allowing the plants to grow, but also to extend outdoors. Next slide. We used the sculpture garden outside our gallery as a space we thought people might feel more comfortable being outdoors. And we had commissioned an Israeli artist to work with an archaeobotanist on campus who studied ancient gardens. She studies Herod's ancient gardens, including plants that are not local, that Herod imported and planted in environments that are very difficult to maintain plants in, etc. And the artist created this kind of semi-archaeological site with a garden emerging from beneath. The plants are the plants that the archaeobotanist found in her research that grew in Herod's gardens. And the stones that are here are also, they were going to be thrown away because they are considered in the wrong color scheme for the company that produces them. So it's all, again, it's all very, very ecological. Next slide. We put a theater show outdoors too, with our theater department, allowing audiences to be outdoors, to be less afraid from being indoors and being getting COVID. And then next slide, we had a piece by French artist Stéphane Thiédier that was commissioned. It was the end of the exhibition. And it was very interesting. Again, on the right, you see what happened in the beginning, how small the circles of, it's basically drips of water that go, like, they seem miraculously to go from the stone to the ground, but actually there's a system that allows it. But anyway, it's like stones hovering in air, gravity is being subverted. It's a barren land. It talks about desertification. It talks about space without any life, without any plants. An exhibition that deals with plants ends with something that is totally dystopic. And the water drips on the ground. We see powdered clay, and basically the water molds the clay. And because the exhibition went on for much longer than it was anticipated, the circles of dried land have grown, as you see. The cracks have grown much deeper. It's like a tree trunk that is cropped. It shows something of a longer life on the ground. And something that was magnificent that happened is that as time moved on, we also saw, that's in the next slide, that little creatures came to visit the gallery and left their footprints on the sand. And then we were confronted with a dilemma. Are we going to erase this and put the sand back into how it was? Or are we going to let this interruption be part of the piece? And we consulted the artist, of course, and he agreed to let it become part of the piece. But basically, what this meant was that we had to rethink also the limitations and the constraints of our curatorial approaches and our museological responsibilities. Basically, instead of removing these uninvited interventions, what we did is we chose to welcome them as means of allowing the piece to become something that reveals the human inability to control our environment. The relationships that were created in the gallery between the piece, its creator, the curators, and the public changed dramatically. So within an exhibition, this was the piece that was supposed to be the most lifeless, and it became the one that has most life in it. It was transformed into having something that has a lot of life in it. And publics were kind of very curious, which animals are these, and also kind of scared. Maybe these will come back. We took a biologist from the university to identify the footprints. So now we know which animals these were. And we thought that this is a piece that what happened here, the process that happened here encourages us to kind of think about our practice as a practice that forces us to consider what we encourage, what we prohibit,
how we tend to our visitors, even those who are not invited, like these animals, and what types of knowledge is being formed by these decisions. My co-curator, Dr. Handler, and I have come to think of it as a mode of sustainable curating, if you'd like. Instead of trying to control everything that happens in the exhibition, sometimes just letting things happen by themselves and allowing the work to gain unaccepted meaning through it. Thank you so much. Merci, merci Tamar, c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai vu des œuvres très intéressantes. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours un peu dubitatif sur les rapprochements, enfin pas dubitatif, mais prudent sur les rapports entre science et art. Mais là, j'ai vu que vous avez fait des œuvres qui nous interrogent. Planète, je trouve que Planète doit être absolument merveilleuse. C'est dommage, elle est finie, bien sûr, mais ça doit être absolument merveilleuse et une exposition merveilleuse à voir. Juste une question basique avant de passer à la suite, mais quel était cet animal finalement? Les escargots? Quoi? No, there were several cockroaches, two different types, actually also different ages, like a baby cockroach and an older one. And the biologist was able to, and also some lizards, they just came. D'accord. Ah, des blagues, ok, d'accord. Merci Tamar pour cette expérience et ce récit, en tout cas, vraiment très intéressant. Je vais passer la parole maintenant à Marina Piquet, qui est architecte, conservateur, qui est titulaire d'une maîtrise en muséologie de la Reinhardt Academy, qui est quand même tout à fait fameux dans notre milieu des musées. Elle a 15 ans d'expérience dans la création d'expositions au Brésil et à l'étranger. Et ça m'a beaucoup interrogé parce qu'elle s'intéresse à un musée qui s'appelle le musée de demain. Donc, j'aimerais bien effectivement qu'elle puisse nous en dire un petit peu plus sur tout ce travail qu'elle fait, et notamment le travail, la relation avec la communauté. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui nous interroge. Donc, Marina, c'est à vous. Marina, on ne vous entend pas? Marina, votre micro est éteint. Marina? Demuted. Your mic is on mute. It works. Hello? Yes. It was blocked for me, I think. Can you all hear me now? Yes? Good. Oof, thank you. Thank you for the invitation. Thank you for my colleagues for the great presentations. I personally love these moments where we have the opportunity to share and to see good practices and to see how we are all facing similar issues, although we are very far away from each other geographically. So thank you for the other presentations. And I'll briefly present the museum, and then I will bring some food for thought on the topic that I think that's what we deal with here on a daily basis. So the Museum of Tomorrow is a cultural center. We are in Rio de Janeiro in Brazil. It opened in 2015, and it is managed by a nonprofit organization called IDG. That's where I work, specialized in cultural management. So this crazy picture is from the opening weekend, where we had to stay more than 48 hours open, non-stop, free entrance, to make sure that everybody that wanted to visit this spaceship was allowed to come inside and visit. And so it created a huge buzz when the museum opened. Next slide, please. So here's some numbers. Since the opening in 2015, the museum has received more than 5 million visitors.
and more than 20% of whom have never been to a museum before. Our surveys, they also showed us that more than 80% of those visitors, they left the museum willing to make some changes to their daily habits to reduce the environmental impact after the visit. So those numbers, they make us really proud. And they're not only numbers, for us, they are confirmation that we are bringing such an important topic in a country like Brazil for a very broad audience. So it makes us really happy, and we're really proud of those numbers. Next slide, please. So to answer Philippe's questions, so why a Museum of Tomorrow, right? It was created by a group of scientists led by an astronomer and environmentalist called Luiz Alberto Oliveira, as a place to foster public debate about our shared tomorrows, how our actions today will shape our collective future. And once I asked, why is not Museum of the Future? And the future is really far away, and it gives us the impression that it's already done, already made. It's already there in the future, waiting for us to arrive. Meanwhile, the tomorrow is closer. It is always tomorrow somewhere. And we have this direct relation between our actions today and how we will live our tomorrow. It depends on our actions today. And this place also wanted to be a call to action. So a cultural center, really action driven, no? So this is our tagline. Today is already tomorrow somewhere, and today is the place for action. And how to talk about the tomorrow, about this delta of possibilities. In the museum, we follow what we call 2 ethical guidelines, or 2 main axes for our exhibitions, our programs, everything. We have these 2 ethical guidelines. One of them is sustainability, and the other is conviviality or coexistence. I always find it really hard to translate the second word, but I think it's something between conviviality and coexistence. So the first one deals with how we interact with other living systems in the Earth system, and the second topic is about how we live with each other among humans. And we define ourselves as a new kind of science museum, and our permanent exhibition is a narrative exhibition. It's not an object-based, a collection-based exhibition. It's more of a multimedia exhibition, and we follow some fundamental questions to guide this visitor journey, and such as where do we come from, where are we now, where are we heading to, and how do we want to go? So our narrative is organized around these big questions. Next slide, please. So yesterday, I talked a little bit more about our Neighbors program. That's something that really makes us proud as well, because we are located in a part of the city where there's a lot of people living there. So for us, it was really important to connect with these people. But I'll pass to the next slide, then I'll close the slides, so I'll be talking more freely. I just wanted to bring some pictures as most of you have never been here. You're all invited, but I guess most of you have never been here. So I just wanted to bring some pictures for you to understand the type of space where we are. We have a very dynamic agenda. We have things every day at the museum. We have exhibitions, but also seminars, festivals, educational programs, scientific programs. And this week, if you want to search in the museum social media, we have a very busy week with the Environmental Week, and filled with amazing activities and lots of public. And also the last one, I brought some, next slide, please. Two pictures taken yesterday, and I'll be talking a little bit more about them. Can you close the slideshow so I can talk? I can get back to the presentation. Thank you. So in these 2 ethical guidelines, it's much more about ecology than it is about technology, as some people think before getting to know what we talk about inside this spaceship.
And I understand that today the topic was sustainability, and of course the museum building and daily operation, they do follow sustainable practices. We are a single-use plastic-free zone, for example. We are carbon neutral. We use the bay water around us in our cooling systems, etc. There is always room for improvement in these practices. We are always trying to get better and to minimize our environmental impact. And it's not about being perfect, but it's about always trying to improve our practices. So, but I wanted to talk about sustainability beyond this building and operation aspects of it. We understood since the beginning that it was very important for us to walk the talk. So if we make an exhibition about diversity, we should have it reflected in our hiring practices, in promoting, if we are talking about plastics in the ocean, we shouldn't be using single-use plastic in our cafeteria. So we are always trying to improve our practices in this sense to remain credible, as we understand it's our main asset, our credibility. So, and just to finish and to open for our discussion, I thought about bringing a couple of examples of how we are trying to ecologize our practices here in the museum. So that's why I brought those two pictures that I took yesterday at the museum. So that picture is from a workshop entitled "The Power of Herbs," facilitated by the Little Africa Cultural Center director. She was here at the museum sharing her knowledge about herbs. And I think it is very important that we are a science museum that recognizes ancestral wisdom, that we are committed to go beyond some paradigms and celebrate other forms of knowledge here at the museum. And also, I think that other examples that show us in our daily practices, in our narratives, in the way that we create our exhibitions. So currently, for example, our exhibitions, they don't have one curator anymore. We are always working in curatorial teams or committees and always searching for diversity and to bring different points of view to these groups. And we are learning so much more this way. And we are getting to new types of results now, and bringing different perspectives to the table and to the museum arena, and recognizing other types of knowledge and of wisdom. And because we are a different type of museum, because we are a very recent museum. So we were already created under another understanding of the world. So I think for us, it's a lot easier than for other institutions to try to change some of those structures. And yeah, and I think that the last of the 3 points that I wanted to share about the type of work that we are doing today, that I think can be inspiring and can be, we can share, is also about being bold and being affirmative and not neutral, in our communications, in our exhibitions, in our publications. And especially here in Brazil in the past few years, it was not the easiest route. We had a very conservative administration that for us, it was not the easiest route to become so political in our stances at the museum, but it definitely showed, it was proven to be worthwhile. And we are fully aware that the path to remain important and relevant here in the society. So it's a very short time, but I just wanted to bring some highlights of what we are doing and of how we are doing, and can't wait to debate it further with all of you. Thank you. Merci Marina, merci pour cette fraîcheur et puis cette envie d'audace, de faire bouger les choses. C'est très, très intéressant. Bon, c'est vrai que le musée aussi s'y prête, puisque apparemment il n'y a pas de collection, mais je trouve cet exemple vraiment, vraiment inspirant et donne envie effectivement d'aller à Rio, d'aller vous voir sans difficulté. Alors, on va passer maintenant au temps des questions, mais j'ai quand même laissé la parole à Aude, si elle est d'accord, pour dire non, non, elle ne veut pas, ou non, non, parce qu'elle s'est exprimée à travers le chat, mais je
pense que, bon, Aude Porceda, qui œuvre déjà depuis 20-25 ans en matière dans tout ce qui est développement durable, n'est-ce pas? Hein, on se connaît depuis effectivement très longtemps. Pourrait reprendre en quelques secondes les questions qu'elle nous a posées à tous sur cette question d'exemplarité. Aude, vous voulez intervenir? Vous êtes d'accord? Non? Ou, Je vais faire rapidement. rapidement, oui. J'aime pas être mis en tout cas. C'était juste parce que j'écoutais les expériences de tout le monde et je me demandais, parce que j'ai vu que, par exemple, quand il y a des bénévoles qui sont plus âgés, etc., au Jardin botanique ou ailleurs dans les musées des beaux-arts, etc., le passage à ce type de médiation culturelle qui est plus centré sur l'individu n'est pas toujours évident parce qu'ils ont été formés à l'école, soit à l'histoire des sciences, soit à l'histoire de l'art. Et je me demandais, d'après vos expériences, sur toutes les années de mise en œuvre, soit au Jardin botanique, mais même plus récemment au musée de demain, si vous voyez les différences dans les jeunes médiateurs qui arrivent, qui sont formés ou plus sensibilisés, et les plus anciens, ou alors si finalement c'est pas un enjeu de génération. Voilà. Excellent, oui, oui. Merci Aude. Et puis désolé de vous avoir un peu bousculé. Anne, tu veux répondre? Oui, je peux répondre. Ben, effectivement, c'est oui et non, Aude, au sens où, par exemple, pour nos médiateurs, nos animateurs scientifiques, il y a une transition qui s'opère présentement et ce que je vous ai présenté, ça a été travaillé avec elles et eux. Et il y a vraiment une volonté de changement de posture et les formations sont faites en ce sens-là. Cet élément-là est davantage contrôlé par l'équipe d'éducation du musée. Par ailleurs, l'équipe des bénévoles et dans l'équipe de médiation du musée, je dois dire, il y a des personnes issues de diverses générations, mais c'est plus une question d'ouverture et d'être vraiment en phase avec les nouvelles approches qu'une question de génération. Par ailleurs, en ce qui a trait aux bénévoles qui sont sous les Amis du Jardin botanique, alors là, c'est très différent. On a une 60aine de bénévoles, essentiellement beaucoup de femmes. Sur 60, il y a peut-être seulement 2-3 hommes, qui sont toutes amatrices de jardin botanique, de fleurs, d'horticulture. Et là, on a davantage un profil de visite guidée, traditionnelles où elles déambulent dans les jardins, elles font valoir, elles mettent en valeur davantage les collections, la beauté des végétaux, etc. Et là, oui, il y a à procéder à une douce transition, à les accompagner. Donc, on est en train de regarder avec les amis comment bonifier leur formation, les ouvrir aussi à différentes approches. Mais il faut savoir que ces personnes-là ne sont pas là pour se substituer à la médiation qui est offerte par le musée. C'est vraiment un complément. Donc, on ne veut pas complètement tout changer parce que l'approche de visite guidée pour connaître les jardins les uns après, à la suite des autres, c'est quelque chose qui est demandé aussi par une certaine clientèle. Mais on veut pouvoir ouvrir une fenêtre parmi ces bénévoles-là. Voilà, donc c'est deux réalités différentes et on doit composer avec les deux. Merci pour la question. Oui, merci Anne. Non, mais c'est une question tout à fait pertinente qu'on peut aussi poser à Marina, Marina Rio, sur le musée de demain. J'ai même une question, je me fais le porte-parole, une question qui a été posée par un des participants, qui est peut-être un peu plus gênante, Marina, puisque dans la liste des sponsors du musée de demain apparaît le géant des hydrocarbures Shell. Donc, comment on gère un peu mais ça nous arrive à tous, hein, légalement, par rapport à nos sponsors, par rapport à nos mécènes, est-ce qu'on doit les accepter ou pas? En France, Total, par exemple, cherche à nous financer, mais on leur dit oui, et tout de suite, ils nous amènent beaucoup d'argent. Mais en retour, ça pose quelques petits problèmes éthiques. Donc, Marina, donc 2 questions. Un sur les médiateurs, celle que Aude a posée, et puis également comment on gère cette contradiction entre le discours du musée et puis le mécénat dans le musée. Voilà. Marina? Thank you. Can you hear me now? Yes.
I'll answer shortly the first one because I think the second one will give us a lot of topics. So here, we don't have volunteers. In mediation is a cultural thing. In Brazil, we don't have volunteers. I also think that in this sense, diversity is the key. So if we have diverse mediators, we can reach different audiences. Actually, here we are having quite the opposite. We think younger people are really, they feel welcome at the museum, but we are now concerned about a 60 plus feeling welcome and having to deal with some technological aspects that we have. We wanted the museum to be a place where they feel safe, where they can ask, and where they can also learn about how to use other technological features that they have been asked to use outside of the museum. So I think in this, that's what I have to contribute in this sense. So about the sponsorship here, first of all, here in Brazil, we are highly dependent on this type of sponsorship. Currently at the museum, we are 100% funded by companies via some type of tax incentives or other types of mechanism, but we don't receive any public funding at the moment. We have generated income and also this sponsorship that comes from big companies. So it is a very different scenario where I think that if from most European institutions, we have some guidelines to help us make these partnerships with companies. The most important one for us is 100% independence of content, independent curatorship, independence. These companies, they don't contribute, they don't give opinions, or they don't sponsor, they don't censor any type of content that we create. This for us is fundamental, and it's on our contract, and it's the #1 topic. The other one is that they have to present to us a convincing plan that they are working somehow towards the transition and what they are doing now, and to become a cleaner company in the nearby future. So, and the third point is that we truly believe in dialogue. So we don't think that shutting the doors for them, as they are very important stakeholders in our society, would help with change. So we want to bring them to the debate. So they are here at the museums in our events, and we are talking. We also bring this type of content to their organization, and there is real interchange, and we really hope to be a positive influence in somehow. But as for now, we have a very healthy relation with these companies, not only Shell, but the other ones that helped us in the past few years when we lost all public funding, and they were responsible to keep the museum open for the public. But I love this topic. We could do another meeting just for this one, because I think it's very interesting, and it affects all of us. Ah bah oui. Ah oui, non, c'est effectivement une question très intéressante, et je suis, comment dire, que vous ayez cette liberté, que vous avez pu conserver cette liberté est vraiment très intéressant, parce qu'on pourrait toujours imaginer que dans les années qui viennent, ils disent bah, non, vous n'avez pas assez parlé de nous, mais bon, on vous donne un peu moins d'argent. Bon, apparemment, vous avez les moyens de maintenir votre relation à un niveau tout à fait acceptable, sans qu'il y ait d'influence, en tout cas, sur votre discours, qui peut être contradictoire avec les intérêts même de l'entreprise. Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est oui, très bien. Donc, y a-t-il d'autres questions qui sont posées? Parce que je vois que dans le chat, je pense qu'on a répondu à peu près aux questions qui étaient posées. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui pourraient venir. Bon, moi, j'ai noté, bien évidemment, dans tout ce qui a été dit, des points qui me semblent importants, et notamment sur la question qui rejoint un peu ce qu'on disait, sur la question de l'exemplarité de nos institutions, que aussi bien Anne en parlait, que finalement tout le monde a pu en parler à sa façon, sur ce côté exemplaire de nos institutions vis-à-vis de nos publics respectifs. Je crois qu'on n'a absolument pas le droit d'être des bâtiments complètement
hors normes en la matière. Ici, en tout cas, je peux vous dire, ici au muséum à Nantes, c'est abominable le gouffre en matière d'énergie qui est perdu chaque année pour chauffer, bon, pas pour refroidir, non, ça ne marche pas. Donc, cette exemplarité, peut-être que Tamar n'en a pas parlé beaucoup. Est-ce que dans ce dialogue entre les sciences et les arts, comment, Tamar, vous pouvez parler de cet aspect d'exemplarité? Tamar? Tamar à Tel Yeah. Aviv? Oui. We are the largest university gallery in Israel. Other Israeli universities don't have a gallery this size, and we don't have a collection. So we put up exhibitions that are changing exhibitions, and we always choose a topic that's very kind of timely. So the current exhibition that's up now has to do with neuroscience, cognition, the relationship between perception and cognition. What can we learn from like our senses in response to fake news and to post-truth and all these kind of. So we always choose something, and something that we think is timely. In that sense, we're trying to be exemplary, but we also bring together scientists and artists who don't speak the same language. They don't have the same goals. They're not doing the same thing. Sometimes this dialogue is not very kind of easy, because sometimes the scientists think that what they're going to get is like a presentation of their scientific knowledge, and it's not what they get. Sometimes they get criticism over what they do. So in a sense, we're becoming a space that allows for a dialogue that's sometimes not so straightforward. Sometimes it's critical. Sometimes it requires a lot of mediation on my part, but it allows for people from different disciplines and different ways of different practices to speak to one another. And that's in itself also setting an example. Scientists on campus think, oh, the art gallery is for the art people. We don't care. We don't know about art. We don't understand art. This brings them closer. They come. If someone from their unit, from their department is participating, then they come. And so slowly and surely we get to different departments on campus. And then we try to take the lessons we learned from previous exhibitions and keep them going as we move along. Merci Tamar pour cette réponse. J'ai vu que Stéphanie Winserit a une question et je peux lui laisser la parole, hein, si elle veut reprendre son micro. Ce serait avec plaisir que vous posez directement la question. Stéphanie. Merci beaucoup Philippe. Oui, puisqu'on parle de médiation, moi je pose aussi souvent la question de ce qui finalement arrive auprès des publics, et je la pose aussi en termes d'impact, puisque c'est après tout aussi un des objectifs de ces expositions, de ces actions, de ces médiations. Et je vais la poser en fait de façon un peu plus générale à l'ensemble des intervenants et des participants qui nous écoutent. Mais je voulais en fait la préciser un petit peu, puisque dans le cadre de mes études de public, j'avais fait une enquête l'année dernière, toute récente, dans le cadre d'une exposition sur les insectes. Et le but principal de cette exposition était de faire prendre conscience de la disparition, de la réduction du nombre d'insectes, de l'urgence qu'il y a à faire attention, à les protéger, etc. Je m'excuse, je recoupe la vidéo qui parfois a quelques petits problèmes. Voilà, donc l'enquête auprès des publics que j'ai menée, donc dans ces 4 institutions qui présentaient la même exposition, a montré que oui, le message est passé. Ils ont compris, les insectes sont en danger. Ils en sont sortis en se disant, on va faire quelque chose, on va essayer de protéger les insectes. On a eu aussi un certain nombre de retours de personnes qui disaient,
certes, mais comment faire? Qu'est-ce que je peux faire moi? Et ils nous ont demandé un petit peu, si vous voulez, une espèce de liste, une espèce de checklist en disant quelles sont les actions très concrètes que moi, en tant qu'individu, je peux faire. Quel type de plantes mettre dans mon jardin? Pas simplement, oui, des plantes mellifères ou des plantes qui sont favorables aux insectes. Quelles sont les plantes favorables aux insectes? Vraiment une liste très concrète de choses. C'est un petit peu ce qu'ils ont demandé pour l'ensemble. Et une autre chose qui m'est apparue dans cette enquête, c'est en dehors de cet aspect très concret, c'est qu'il y a un public qui est quand même assez spécifique au musée d'histoire naturelle dans lesquels ont été présentées cette exposition. Et le 4e musée est un musée qui a un centre d'intérêt un petit peu différent, qui est plus un musée d'ethnographie que de sciences naturelles, mais qui présente des expositions aussi de sciences naturelles. Et là, on s'est rendu compte que l'exposition, finalement, atteignait un public différent, avec une satisfaction différente, avec une motivation différente à la sortie de l'exposition. Et donc, en fonction des publics, on a un peu un public conquis dès le départ quand on est dans un musée d'histoire naturelle et qu'on présente une exposition sur les insectes ou sur les thèmes proprement environnementaux d'histoire naturelle. Et on l'a un peu moins dans un musée qui a un public un peu différent, avec des attentes un peu différentes. Et donc, je voulais savoir si cette conclusion que j'ai tirée de cette enquête-là se retrouvait aussi dans les autres musées et quels étaient un petit peu vos retours à vous, de vos visiteurs sur les thèmes que vous présentez et éventuellement l'impact que ça peut avoir, puisqu'on parle de médiation justement en termes de durabilité. Merci Stéphanie. Je poserai directement la question à Marina, parce que Marina en a parlé tout début, et j'ai pas retenu exactement le chiffre des visiteurs qui se sentaient mobilisés pour agir après la visite du musée de demain. Marina. Thank you for the question. I was thinking while we were talking that it would be really nice to have a database of these shared surveys, no? So we could cross the results and see similarities and different things. But as far as I know, we don't have that yet. So let me try to make some relations. We did find that visitors left with the sense of, what do I do now? What can I do now? You know, what is in my hands? And a few years ago, in 2018, I think, or 19, the museum developed with IBM an artificial intelligence device before ChatGPT that it tracked what the visitors' interests were along the exhibition. Mm-hmm. And before you left the exhibition, you received like a report of different, where could you volunteer, what you could read, things that you could do based on your interests. So if you were someone more, the topic that concerns you more, I don't know, the habitat's extinction, if you were really concerned about that, and if you saw things related to that throughout your visit, then you received some actions that you could engage after your visit. So this experiment worked really well, and we are trying to see how we could expand this, because we felt in our surveys that the visitors left the exhibition willing to do more. And many times they just didn't know where to start. So giving them these concrete tools and paths to take action, I think it's a very important thing. Oui, Marina, quel était le chiffre? Vous l'avez évoqué, le chiffre, au tout début de votre présentation, je ne l'ai pas retenu. Peut-être que j'ai mal entendu le chiffre en vous disant combien de... Oui. 80%. It's quite high. Like visitors, they said that they wanted to change. We don't know yet. It's really hard to track how many of those actually changed their habits, but 80% were willing to change, which is already something. D'accord. Et Anne, à Montréal? Oui, je voulais donner un exemple, quelques exemples en fait, pour revenir aussi sur la question des insectes de Stéphanie. L'insectarium de Montréal a été complètement refait, il a ouvert l'an dernier et bon, on pourrait aussi vous envoyer, vous pouvez aller voir aussi sur le site web d'Espace pour la vie, voir un petit peu des images du nouveau musée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été complètement imaginé pour d'abord
créer une relation positive avec les insectes. Parce que le premier défi, on a beau dire que la biodiversité des insectes, il y a un effondrement, beaucoup de gens se disent, ben, c'est préoccupant, mais en même temps, tu sais, les insectes, on s'en fout. La plupart des gens, les insectes, ça les dérange. Ils se sentent déconnectés du monde des insectes. Donc, le premier objectif qu'on s'est donné avec l'insectarium, c'est de créer cette espèce d'entomophilie qui est le pendant de la biophilie, c'est-à-dire de faire d'abord apprécier les insectes. Donc, l'ensemble du musée est imaginé pour faire vivre une expérience progressive qui mène à la rencontre avec les insectes, mais on fait même vivre aux visiteurs, le faire percevoir le monde comme un insecte, par exemple. On le fait rencontrer des insectes en tête-à-tête, ensuite des insectes vivants, etc. Et quand le visiteur ressort du musée, et même quand il entre, il passe dans un jardin de pollinisateurs où là, on peut observer beaucoup d'insectes indigènes et il y a de l'animation qui est là, disponible, et c'est là le bon moment pour offrir des possibilités, passer les messages de défis d'effondrement de biodiversité, mais aussi qu'est-ce que je peux faire. Et là, ben, on a différents outils qu'on leur propose. On leur propose un programme de sciences participatives qui s'intitule « Le défi biodiversité ». On leur propose Mission Monarque s'ils sont davantage intéressés par le papillon monarque. On leur propose de eux-mêmes faire un jardin pour la biodiversité. On a un programme à Espace pour la vie qui s'intitule « Mon jardin, espace pour la vie » avec des idées. Donc, les visiteurs, le public peut aller sur le site web et s'inspirer. Il y a différentes listes de plantes et créer chez lui, chez elle, son propre jardin pour attirer les pollinisateurs, favoriser la biodiversité. On a, et là c'est malheureux parce que je ne l'ai pas sous la main, mais il y a eu quand même une évaluation du succès, en fait, de l'impact de l'insectarium sur les visiteurs en matière de transformation de leur regard sur les insectes. Et c'est quand même très concluant comme efficacité pour ce musée-là, qui est en soi un grand dispositif de médiation pour faire apprécier le monde des insectes. Mais au-delà de... Puis je rebondis aussi sur d'autres éléments qui ont été mentionnés, qui ont été évoqués, c'est-à-dire on doit aussi donner des exemples par nos offres. Par exemple, sur tous les sites de nos musées, nos restaurants, bon, évidemment, non pas de plastique, etc., mais on offre aussi un menu végétarien. Parce que on veut, par cette approche-là, inciter le public à prendre conscience qu'une alimentation davantage à base de plantes est meilleure pour la santé de la planète. Alors ça, c'est un autre exemple que l'on fait. En matière de prise de position aussi, vous parliez, Marina, de l'importance de prendre position comme musée. Bien, on essaie de le faire de plus en plus pour différents sujets. Et là, je vous invite à aller voir sur le site d'espacepourlavie.ca. Il y a une exposition présentement en cours au Planétarium qui s'intitule Nobel, par exemple, qui évoquent les prix Nobel, mais qui n'ont jamais été très peu attribués à des femmes. Et là, c'est une prise de position du Planétarium de mettre en valeur le travail de grandes scientifiques femmes et de montrer l'importance de leur travail. Et c'est une exposition qui a été faite par une illustratrice féministe et engagée qui fait des graffitis dans la rue qui s'appelle Miss Me. Alors, c'est assez osé et c'est une prise de position du Planétarium pour mettre en valeur le travail des femmes. Alors, on essaie de différentes façons, en fait, d'accompagner les visiteurs dans leur propre cheminement à différents degrés. Merci Anne. Il y a un mot qui vient d'apparaître dans ce que tu as dit et qui est pour toi très important, c'est le mot engagé. Oui. L'engagement de l'institution, l'engagement, jusqu'où doit-on aller?
C'est des discussions qu'on a eues, bien sûr, dans nos musées de sciences depuis déjà quelques années. Je me souviens d'un congrès, d'ailleurs, à Québec, il y a une vingtaine d'années sur l'engagement. Hein, c'est pas récent du tout. Mais c'est vrai qu'on voit des... Moi, j'ai vu certains musées aller au-delà de l'engagement de ce qu'il était permis et allant dans le militantisme, tellement, effectivement, ce que je vous disais au début, hein, sur les enjeux environnementaux sont maintenant tellement forts que l'envie d'aller au-delà et de cet engagement simple au niveau scientifique, que ça pose quand même quelques... Mais le terme de muséum engagé, de musée engagé me paraît quand même, de toute façon, à retenir, et je crois que dans nos établissements, c'est de plus en plus répandu. J'ai vu une main se lever, disparaître. Peut-être que je vois Hélène Vassal qui a l'air de... Je vois Hélène Vassal, je ne sais pas, peut-être Hélène, tu as quelque chose à dire? Non? Ou c'est un jeu de... Non, non, tout va bien. Je te remercie, Philippe. Et j'adhère à la notion de musée engagé 100%. D'accord, très bien. D'accord, ben je regarde. Quelques cas très intéressants ont été présentés aujourd'hui, merci. Ludivine a assez peu parlé. Alors peut-être que c'est sa position, effectivement, comme c'est ma collaboratrice, c'est toujours un peu embêtant. Elle a peur de parler. Mais cette notion d'engagement est quelque chose d'important quand même au Muséum de Nantes. Je pense que vous pouvez en dire. Je vais te laisser parler plutôt que moi, hein, puisque j'agis en tant que médiateur. Je n'ai pas à intervenir, mais c'est quand même central dans comment dire, dans notre projet. Ah oui, complètement, c'est central dans notre projet. Alors, je ne parlerai pas dans tout le parcours, mais je m'attarderai plus sur la partie Agora que j'ai commencé à présenter dans ma présentation. L'Agora, pour nous, c'est le lieu où justement on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas forcément dans le parcours du muséum. C'est là où on a accès à un petit peu plus, entre guillemets, de liberté en travaillant en partenariat aussi et en faisant voilà, des actions plus engagées, plus peut-être militantes selon les partenaires, mais un petit peu aussi un petit pas de côté par rapport à ce qui se passe dans le muséum. Pas complètement, on va dire que c'est du complément. Philippe, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je veux simplement dire, et je pense à cette question, à cette notion aussi de liberté dans nos institutions qui est fondamentale. Et une fois de plus encore, j'apprécie cette liberté du Muséum de demain à Rio, bon, qui a connu quand même une période qui a été un peu difficile, hein, en termes d'expression en tout cas, et de maintenir de maintenir cette ligne directrice malgré un contexte qui a été difficile, qui est quand même plus favorable maintenant, et puis avec un financement pour autant que ça. Cette liberté, c'est une liberté qui doit se gagner, qui est toujours à discuter. Je sais qu'un certain nombre de nos collègues, notamment dans les petites institutions, n'ont pas forcément cette liberté, hein, je crois que c'est clair, n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir montrer cet engagement vis-à-vis de questions qui sont pourtant des questions partagées par tous. Donc là encore, oui, absolument, cette notion d'engagement est importante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que notre collègue d'ICOM Espagne vient de nous quitter en nous disant gentiment au revoir et qu'elle était très contente de ses interventions. D'autres questions qui pourraient être posées? Donc, on a parlé de l'exemplarité de nos institutions, je crois que ça aussi, de l'engagement des institutions, des valeurs éducatives. On a brassé de façon assez large ce champ. Moi, je suis très satisfait en tout cas des différentes interventions. Des 4 interventions choisies. Voilà, si d'autres veulent intervenir, c'est le moment, je dirais, avant de clore cette session, que je laisserai le soin à Émilie de clore, bien sûr. Voilà, des questions, des interventions, tout est limpide, on a beaucoup de choses à faire, c'est clair, hein, dans toutes nos institutions, et pas simplement les musées d'histoire naturelle, hein, tous les musées de sciences et tous les autres musées ont aussi beaucoup à dire, à faire. On est dans une période qui est vraiment une période critique. Je vois une main levée, mais je ne sais pas qui. Hein. C'est Anne et Ludivine. Ouais. Je ne sais pas laquelle avant. Vas-y, Ludivine, vas-y.
Moi, je voulais rebondir aussi par rapport à l'engagement, la réaction des publics et l'intervention, ton intervention, Anne aussi. Le fait de proposer de l'action est très importante. Et c'est pour ça aussi que là, dans le projet Connivence, le fait qu'on soit sur le terrain, sur un temps long, qui est complètement différent du public qui passe dans l'exposition, qui va visiter. Là, on est sur un projet presque co-construit où le jardinier est impliqué. Effectivement, on part avec des a priori de base, parce qu'il faut penser que les jardiniers, selon leur parcours, ils n'ont pas les mêmes sensibilités. On peut y en avoir qui sont déjà très sensibilisés à la biodiversité, qui font de la permaculture, puis d'autres qui ne connaissent pas, ou d'autres qui sont complètement fermés. Mais le fait d'être sur le terrain, de leur montrer les choses, de montrer la biodiversité, il y a quelque chose de concret. Et quand on leur montre que certaines plantes favorisent la biodiversité, ça donne aussi un sentiment de satisfaction, je pense, qui permet de poursuivre l'engagement derrière. Et c'est là que je pense que c'est important aussi tout ce qui est sciences participatives et vraiment voire plus tard recherche participative, mais que c'est des choses aussi à développer pour compléter nos parcours de visite, nos expositions, et voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Merci Ludivine. Anne, tu voulais dire quelque chose, non? Un petit quelque chose, je résonne complètement avec ce que Ludivine vient de dire, parce qu'effectivement, c'est vraiment en offrant des sciences participatives, en offrant des outils, des occasions de faire, et aussi d'aller à la rencontre des publics hors de nos murs, parce que les non-publics, on le sait, les musées, il y en a encore beaucoup, et donc c'est d'aller sur le terrain. Mais ce que je voulais ajouter, peut-être, puis Aude, je vais la faire sourire, mais Aude, quand on se connaît depuis longtemps, et elle avait fait des travaux à ses tout débuts sur développement durable et musées. Et puis, nous étions son terrain à Espace pour la vie. On s'appelait Muséum Nature de Montréal à l'époque. Et puis, je ne sais pas, Aude, qu'est-ce que tu en penses de ce que je vais dire, mais peut-être à l'exception de musées qui ont très peu de moyens, etc. Mais ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez de préoccupations de développement durable, où on regardait dans nos activités comment mieux faire, mais on était toujours à l'époque dans une posture relativement neutre, pas trop la posture neutre du musée, de faire en sorte que les gens prennent conscience des différents enjeux. On en a encore de ça, mais on est ailleurs, je pense, maintenant, et je pense que je suis très heureuse de ça parce que l'urgence, elle est là. Et les musées ont vraiment embrassé pour plusieurs la transition socio-écologique, mais dans toutes les sphères de leurs activités. Et ça, je vois une différence maintenant, et heureusement, et je suis un peu jalouse en fait de Marina et de votre musée de demain, parce que vous avez là une institution qui est jeune et qui a pu déjà penser en fait à tous ces aspects-là dès le début, et ça fait partie de votre code génétique d'institutions, alors que nous, il y a des institutions qui sont plus anciennes et on doit procéder à cette transformation-là, mais je crois que toutes nos institutions sont vraiment dans la bonne voie. Et ça, puis Philippe, on le sait, on est là, nous, depuis à peu près plus de 30 ans dans le domaine, et puis je vois une différence. Et heureusement qu'elle est là, ça donne de l'espoir pour la transition socio-écologique. Merci. Merci Anne, c'est une très bonne conclusion que je n'ai pas besoin de faire. Pour moi. Je ne voulais pas faire la conclusion à ta place, mais je voulais partager. C'est très bien, j'ai aucun souci là-dessus, j'ai aucun ego en la matière. Je vais laisser la parole à Émilie, si Émilie est là. Émilie, oui, Émilie. Bon, pour conclure simplement, moi j'ai trouvé ça formidable, voilà. Je suis là, bien sûr. Je crois que Tamar avait levé la main aussi. Ah pardon, j'ai pas vu ça. Tamar. Oh yeah, I wanted to respond very briefly. I'm also very jealous of Marina, I have to say. I wanted to respond briefly to what you said about audiences and outreach, because part of what happened for us
for instance, was that the taxidermies I showed you are from the Museum of Natural History on our campus. There was another piece in the exhibition that was related to the botanical gardens that's on the other side of campus. So what we did is we had little maps for people to walk from one place to the other. People who go to one institution don't know that the other institution exists. And this way we let them know. We have a little sign next to the botanical gardens. They have a root lab, which is something unique. The Racine lab, actually, it's funny, people don't know it exists. So we had a little map next to what we had here, telling people they should walk across campus. This is a way for us to pull all the resources together and to try to reach more audiences, and then sit with them after and ask them what impacted the most. Unfortunately, we don't have a way to check with them, 2 years after, what was left with them. But immediately after the visit, because most of our visitors are groups, immediately after the visit, we do have these kinds of discussions. And we should think of ways to develop the way we assess our impact, that's for sure. Thank you. Merci Tamar, oui, oui. Là aussi, très belle conclusion. Émilie? Émilie? Oui, je suis là. Voilà. On va mettre le micro. Tout le monde fait des super conclusions, donc je ne vais pas essayer en fait, parce que ça sera forcément moins bien. Peut-être, je ne sais pas s'il y a un repentir, une dernière question, peut-être de la part d'un des partenaires du projet, ou si vous souhaitez simplement témoigner aussi rapidement d'une expérience que vous avez pu mener et qui peut venir finir d'enrichir notre échange de ce soir. Je ne vois pas de main se lever. Bon, sans regret alors, merci, merci énormément à vous tous pour votre participation, pour la richesse des présentations et des échanges qui ont suivi. Je suis ravie de la participation et de votre enthousiasme. Et je vous donne rendez-vous dans un petit peu moins d'un mois, le 5 juillet. Je me tourne vers Claude pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, pour la prochaine réunion de notre cycle. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne continuation de journée en fonction de là où vous êtes, ou une bonne nuit. Et je vous dis donc à très très bientôt, et n'hésitez pas de relayer tout ce qu'on communique autour de ce cycle de manière à ce qu'on soit de plus en plus nombreux au fil des sessions. Merci beaucoup, à très bientôt.